Bonjour à toutes et tous, celles et ceux que j'ai pas vus jusqu'à présent, puisqu'on a déjà fait l'atelier ensemble avec quelques-uns il y a quelques minutes. Merci à Olivier et Tania d'avoir organisé ces journées, sûrement aussi aux autres, hein, mais oui, voilà, à Thierry et quelques autres, et Auria qui est quelque part, et Fouet, enfin bref. Merci néanmoins parce que c'est agréable et un peu intimidant pour tout vous dire. J'ai beau passer mon temps à faire, je te jure, c'est vrai, à faire des formations. D'une part, c'est un sacrément beau parterre. Et puis, après avoir vu la qualité de présence de Teresa, là, je suis un peu intimidé. Bref, je vais l'assumer. Ce qui fait que, sans savoir que je serais intimidé, j'ai fait un truc que je fais absolument jamais. Je ne sais pas si je m'en servirai, mais j'ai écrit des trucs. Ça m'étonnerait, me connaissant, que je m'en serve, mais c'est pour ça que je garde les lunettes sur la tête au cas où. Euh, Pour commencer, juste un mot pour vous dire que je me destinais pas du tout à faire de l'hypnose en fait. J'avais vraiment pas prévu. Vous savez, il n'y avait pas au CNDP, Centre national de documentation pédagogique, il n'y avait pas l'option hypnose dans les trucs d'orientation et j'avais vraiment pas prévu ça. Et j'avais encore moins prévu de me retrouver, comment on va dire, incarnation de l'hypnose conversationnelle, tout ça. C'était pas. Ça a commencé. J'ai une blague qui me vient, mais je ne vais pas vous raconter toutes les blagues qui me passent par la tête, sinon on n'avancera pas. Ça a commencé, cette histoire d'hypnose conversationnelle, parce que Kevin Finel, un jour, alors que ça faisait quelque temps que je m'étais formé avec lui, m'a proposé d'animer une formation de ce type. Et moi, je ne savais pas très bien pourquoi il me proposait ça. On en a un peu parlé. Et si je résumais, ce que j'en garde, je crois qu'un des trucs qui l'intriguait déjà à l'époque, c'était que chaque feedback que je pouvais faire aux stagiaires que j'accompagnais à l'époque tendait à se terminer en séance de 3 minutes. J'avais des séances flash entre chaque exercice et je pense que c'est là que quelque chose a commencé. Euh, ce mot conversationnel, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est à l'origine de plein de malentendus, voire de polémiques parfois. Alors, on va commencer par déminer le bazar, si vous voulez bien. Ce que n'est pas ou ce qu'est l'hypnose conversationnelle. Alors, je ne vais pas vous dire la vérité, je n'ai pas d'échantillon en stock, hein. Je vais vous donner une opinion personnelle et puis c'est tout ce que j'ai à vous offrir sur le sujet. Mais souvent, je constate, en particulier dans le milieu médical, que ce qu'on appelle hypnose conversationnelle n'est pas du tout de l'hypnose, c'est de la communication d'influence ou de la communication suggestive, et c'est très bien et c'est très utile, mais ça n'est en rien de l'hypnose. Ça me paraît important comme point de départ, donc c'est pas de ça dont on va parler. Je pense que dans la communication ericksonienne, il y a énormément d'éléments qui peuvent être très utiles dans le soin, comme les suggestions indirectes, les évocations, etc., qui peuvent énormément apporter, mais ce n'est pas à soi seul de l'hypnose. Il y a un certain nombre de critères pour qu'une expérience puisse être définie comme étant de l'hypnose. Vous les avez, les critères, ou pas? Ouais, toi, tu les as. Tu veux parler? Parce que moi, je les oublie toujours, hein, donc c'est pour ça que j'ai repris des notes exceptionnellement. Euh, mais parmi les critères et les marqueurs, qu'est-ce qu'on a comme critère? Pouf. Le premier critère classique, vous savez, c'est la focalisation attentionnelle. Mais vous savez aussi qu'on ne peut pas dire que parce qu'il y a focalisation attentionnelle, il y a nécessairement transe ou hypnose. C'est là que ça se gâte, en fait. Il n'y a rien de spécifique à l'expérience hypnotique. Ce qui est spécifique, c'est la combinaison de ces éléments pendant un temps. Mais aucun de ces éléments à lui seul n'est spécifique de l'hypnose. Des mouvements idéomoteurs, on en a tous tout le temps. On est d'accord avec ça? La plupart d'entre vous faites ça pour me dire que vous êtes d'accord et vous ne le faites pas forcément volontairement, donc c'est bien le signe que soit vous êtes en transe, soit, ce que je ne crois pas, soit qu'on a des mouvements idéomoteurs tout le temps. Euh, la focalisation, bah, heureusement qu'on est capable de focalisation un minimum, sinon ce serait compliqué de faire des études, de conduire et de faire un paquet de trucs, hein. Donc, vous sentez qu'on est un peu frustré en termes de définition. Et j'ai un confrère que je vais nommer qui s'appelle Clément Appelian, qui est responsable de la recherche à l'Arche, qui dit le gros problème du mot hypnose,
c'est que c'est un fourre-tout dans lequel on met des trucs qui n'ont pas forcément grand-chose à voir, entre des expériences plutôt dissociatives et d'autres qui sont plutôt liées à l'imagination. Et donc, du coup, on se retrouve avec un mot qui est en lui-même porteur d'un mythe, en fait. Quand je dis un mythe, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas pour autant, hein, puisque vous aurez observé que les mythes fondent les civilisations et qu'ils produisent des effets. Je vous rappelle, comme ça, au cas où on l'oublierait, que par exemple, l'argent n'existe que parce qu'il est sous-tendu par un mythe aussi, celui selon lequel il représenterait la valeur des pays émetteurs, la richesse produite par les pays émetteurs. Et vous savez que si on perd confiance dans la monnaie, elle n'a plus de valeur. C'est un peu pareil avec l'hypnose. C'est parce qu'on y croit, jusqu'à un certain point, que ce mot joue un rôle. Maintenant, il y a un certain nombre de fonctionnements psychiques qui peuvent être caractéristiques de l'hypnose et qui peuvent se produire selon qu'on y croit ou pas. Je peux faire une page de pub, Olivier, si c'est pour un truc gratuit en plus. Pour faire notre promotion et communication, j'ai décidé de faire un cadeau qui est disponible sur Internet. J'ai donc fait une synthèse en m'aidant de l'intelligence artificielle, parce que ça prend du temps, d'une centaine de pages sur la recherche contemporaine sur l'hypnose. Si vous vous abonnez à ma newsletter qui se trouve à l'adresse suivante, jeandupré.fr, c'est pas trop difficile à mémoriser, vous aurez accès à cette synthèse et je pense que ça vous donnera une idée claire de où en est la recherche en fonction de... Parce que l'hypnose, on peut essayer de la définir d'un point de vue neurocognitif. Mais en faisant ça, on va juste parler de ce qui se passe à l'intérieur du système nerveux de la personne. Et on ne va pas parler de ce qui se passe dans l'interaction entre l'accompagnant et la personne accompagnée, qui joue un rôle central. Et on ne va pas parler non plus de la dimension socio-culturelle du phénomène, parce que l'hypnose s'inscrit dans une société, un temps, une époque et un lieu. Je ne sais pas si c'est clair, ça. Par contre, ce qu'on peut dire assez facilement, c'est que l'hypnose est une manifestation occidentale apparue entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe de quelque chose qui existe de tout temps et dans le monde entier et qui a été caractérisé par des ethnologues français, européens, occidentaux, sous le nom de transe. Ça vous va, ça? C'est donc un avatar de ce que sont les trans. Et c'est un avatar un peu particulier puisque dans notre culture, la plupart du temps, il se passe entre deux personnes, alors que dans la plupart des autres cultures, il se passe au sein d'un groupe, dans des pratiques collectives. Mais les mécanismes sont néanmoins les mêmes pour beaucoup. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand une personne rentre en transe hypnotique, son système par défaut voit son activité modulée. Vous savez tous ça, non? Soit réduit, soit arrêté, on n'est jamais complètement sûr, mais en tout cas modulé. C'est-à-dire que les pensées habituelles qui viennent toutes seules sans qu'on y prête attention peuvent être temporairement suspendues ou apaisées ou mises en pause ou prendre en tout cas moins de place, de telle façon que quelque chose d'autre puisse s'inscrire dans notre système nerveux, qu'on puisse intégrer de nouveaux apprentissages. C'est une belle suggestion, ça, en saupoudrage. Vous la prenez? Je t'en prie. Pardon pour la coupure, mais je savais bien que j'avais oublié un truc. Teresa revient dans une demi-heure. Il faut qu'on ait tous signé avant qu'elle soit revenue. S'il y a des gens qui n'ont pas signé le livre d'or, donc l'idée, c'est ce soir, c'est l'anniversaire de Teresa. Donc on met un petit mot dans le livre, que vous la connaissiez, que vous ne la connaissiez pas. Mettez-lui un petit bisou. Et donc voilà, je refais passer le livre une fois. Vous le faites tous passer. Si vous l'avez signé, vous le faites passer. S'il n'est pas signé, vous mettez un petit mot dedans. Pardon pour l'interruption, mais c'est important qu'on fasse avant qu'elle soit revenue. Désolé, merci. Merci à toi. Comme c'est pour Teresa, ça valait la peine. Elle m'a vraiment beaucoup ému. Donc, si on revient à ça, on sait qu'on a un marqueur central qui est la focalisation, et même que la focalisation, elle peut s'installer, devenir durable, et qu'elle va nous amener à nous couper de l'environnement. C'est à peu près clair, ça, pour tout le monde ou pas? Ouais. Et aussi que si on maintient cette focalisation suffisamment longtemps, suffisamment intensément, il se passe une chose étonnante, c'est qu'à un moment donné, et c'est pour moi un des critères centraux de ce qu'on va appeler une transe profonde, c'est qu'à un moment donné, la production imaginaire paraît aussi réelle, voire plus réelle que la production sensorielle.
Je ne sais pas si ça vous va comme définition de l'hypnose. Dans le bouquin 4 conférences sur l'hypnose thérapeutique, édité par Malarevich en parlant d'Erickson, il y a une très jolie formule qui est proposée par Erickson. Il parle de distance à l'orientation habituelle de l'attention. C'est-à-dire que ce qui va faire l'hypnose, c'est la manière dont notre attention se focalise de plus en plus loin, de plus en plus intensément, de là où elle a l'habitude d'être. C'est OK cette idée-là aussi? Parce que si on ne sait pas de quoi on parle, on ne peut pas parler d'hypnose conversationnelle. Hein. C'est pour moi le point de départ, c'est savoir qu'est-ce qu'on nomme hypnose. Alors, vous savez aussi qu'assez fréquemment, dans les définitions de l'hypnose, on a parlé d'une suggestibilité accrue. En vrai, on sait que ce n'est pas du tout aussi simple que ça, et que quand on est en état d'hypnose, la suggestibilité peut être accrue dans certains domaines, mais que dans d'autres domaines, elle peut au contraire être réduite, parce que dès lors qu'on devient plus au contact, plus attentif à ses propres ressentis, à ses propres émotions, à ses propres besoins, il arrive aussi qu'on soit moins suggestible. Et je pense qu'il ne vous aura pas échappé que la suggestibilité est quelque chose qui se produit en permanence avec ou sans état d'hypnose. Ouais, c'est clair ça? Sinon, la publicité, ça ne marcherait pas. Hein. Or, ça marche pas mal. Et que donc, quand on parle de suggestibilité accrue en état d'hypnose, même si ça a été une définition qui a servi longtemps, c'est un peu plus compliqué que ça. Je préfère cette idée de modulation du système par défaut, du réseau par défaut, parce qu'il a le mérite de nous rappeler que la suggestibilité peut être accrue dans certains domaines où elle était absente et en même temps réduite dans d'autres domaines. C'est pas moi. Je ne sais pas qui sonne. OK? Donc, une fois qu'on a dit ça, on devrait se dire, ouais, mais à peu près toutes les hypnoses sont conversationnelles en plus, puisque la plupart du temps, l'hypnose en Occident, ça passe par la parole. Qu'est-ce qui caractérise une conversation? Ouais, c'est histoire de vous faire parler un peu, parce que si on parle d'hypnose conversationnelle, ça m'intéresse que vous parliez aussi, en fait. Ouais. Donc, il va y avoir cette idée d'échange. Mais à titre personnel, la définition que je vais vous donner de ma définition d'hypnose conversationnelle, c'est une expérience hypnotique produite sans induction formelle. Okay, non pas une hypnose sans hypnose, comme on peut le lire ici ou là, non pas comme une hypnose informelle, ce qui pour moi veut rien dire, il y a hypnose ou il n'y a pas hypnose, mais comme une hypnose produite sans induction formelle, c'est-à-dire où on va retrouver toutes les caractéristiques neurocognitives d'une expérience hypnotique. Vous noterez que pour ne pas fâcher les étatistes et les non-étatistes, je préfère parler d'expérience que d'état. Okay, parce qu'on ne sait pas trop, en fait, hein, ce qu'on appelle état ou pas. Ce qu'on sait, par contre, c'est que donc, ça décrit un certain nombre d'activations neurocognitives différentes de l'état habituel. Et pourtant, on sait aussi que la transe n'a pas besoin d'hypnose pour exister au quotidien. On va faire un petit test pour voir qui est en transe la majeure partie de la journée. Parmi vous, qui lèverait la main pour faire partie des gens qui passent leur vie à résoudre des problèmes qui n'existent pas, voire à se sentir mal pour ces problèmes qui n'existent pas? Les autres ne font pas ça, ou alors ils ont mal au bras. J'ai plutôt tendance à croire à la deuxième option qu'à la première. Voir des gens qui se sentent mal pour des problèmes qui sont passés depuis longtemps. Ce qui est intéressant aussi. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, je ne fais pas, moi, mais chacun son truc. Voir des gens qui n'arrivent pas à voir les côtés positifs de la vie, vous savez, ou qui ne voient que les côtés positifs. Voir les gens qui tombent amoureux. Transe profonde quand même. Je vois uniquement les qualités d'une personne pendant une durée à déterminer. Et puis quand c'est fini, je ne vois plus que les défauts de la même personne. Et à aucun moment, j'ai vu la personne telle qu'elle est. Compliqué quand même, non? Je vous rappelle le critère historique et culturel de la transe, puisque la transe vient du vocabulaire ethnographique. Une transe, ça vient du vocabulaire de la possession, et c'est l'idée qu'une personne soit habitée par une autre puissance qu'elle-même. OK? C'est-à-dire, en gros, dès lors que quelque chose en nous se passe, comme disait un cycliste célèbre, à l'insu de notre plein gré. OK?
dès lors qu'on a le sentiment que quelque chose n'est pas décidé par notre volonté, il y a au minimum un aspect dissociatif à notre comportement. Ça vous va, cette idée-là? Et on a un certain nombre de théories explicatives de l'hypnose qui présentent ça comme un phénomène dissociatif. La différence entre la dissociation thérapeutique et la dissociation traumatique, c'est que l'une est subie, elle a son utilité aussi, quand l'autre est justement utilisée pour modifier un état cognitivo-affectif dysfonctionnel. Ça vous va ce que je vous raconte ou pas? Alors, je ne vous demande pas de m'interrompre tout le temps, mais si à un moment donné vous voulez intervenir, vous connaissez le principe, et puis si j'ai envie, je vous donne la parole. Puisqu'on va voir que justement, c'est comme ça, on n'a pas toujours le contrôle. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est à peu près OK sur les définitions et sur le sens qu'on met sur les mots? Parce que pour moi, c'est quand même... Oui? On prédit que la dissociation traumatique, c'est une dissociation que notre corps utilise pour nous protéger. Oui, c'est un mécanisme utile au moment où il se produit, mais il n'est pas volontaire, contrairement à la dissociation hypnotique qui demande un engagement dans un processus d'une part, c'est-à-dire une adhésion à quelque chose, qui n'est pas une réaction automatique en tout cas. Et puis surtout, la dissociation traumatique, elle est aidante au moment où elle se produit, mais si elle n'est pas accompagnée par la suite, elle risque de générer des effets d'évitement et un certain nombre d'attitudes dysfonctionnelles, parce que justement, quelque chose a été comme séparé de notre personnalité. Ça va ce que je raconte ou pas? Ouais. Voilà. On pourrait presque dire que c'est une protection provisoire qui n'a pas pour but de rester. C'est ça, c'est comme les préservatifs, il faut les enlever après usage. Hein? Oui, c'est une bonne métaphore. Il n'aura pas échappé à ceux et celles qui me connaissent que je me suis aussi formé avec Franck Farelli et que j'ai une tendresse particulière pour l'approche provocatrice. Pardon, j'essaierai de me retenir. Mais des fois, j'ai des fuites. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui va faire du coup que l'hypnose devient conversationnelle? Je pense que vous réalisez tous que dès lors qu'on apprend l'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire la suggestion indirecte en particulier, c'est-à-dire la possibilité d'accompagner une personne sans que le rituel hypnotique soit annoncé comme ayant commencé, on est déjà en train de faire de l'hypnose conversationnelle. Ça vous paraît OK, ça aussi? Donc, vous savez tous faire de l'hypnose conversationnelle jusqu'à un certain point. Et je trouve l'induction hypnotique particulièrement utile pour plusieurs éléments. D'abord parce que l'induction hypnotique, elle permet une ritualisation de l'expérience et elle vient répondre souvent à des attentes du sujet, d'une mise entre parenthèses de son expérience habituelle avec un début et une fin. C'est finalement un des derniers rituels qu'on ait dans une société sécularisée, même si on est dans un bâtiment au nom de Jean 23. Hein, mais il ne vous aura pas échappé qu'il y a un certain nombre, il y a d'autres cultures où le rituel est beaucoup plus présent. C'est bien, ça fait lien avec ce que raconte Kevin demain, non? En vidéo, enfin demain ou en vidéo, je ne sais plus comment. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là qu'à partir du moment où il y a induction, il y a une ouverture où on dit ça commence et une fermeture où on dit c'est fini. Maintenant commence la transe et on passe à autre chose. À titre personnel, je pense que c'est une des choses qui m'a donné le plus envie de pratiquer l'hypnose autrement, parce que j'ai remarqué assez tôt dans ma pratique que mes clients avaient une caractéristique, peut-être que les miens, hein, mais c'est qu'ils étaient super coopératifs tant qu'on discutait. Puis qu'au moment où on disait 1, 2, 3, maintenant on va commencer à rentrer en transe pour aller vers le changement, j'avais tendance à mettre les pieds comme ça, vous savez, et à freiner et tout. Et du coup, je me suis dit, peut-être ce serait bien qu'ils soient en transe avant que ça commence. C'est là que j'ai commencé à beaucoup travailler comme ça. Parce que je vais vous faire un aveu, je suis lâche et paresseux. Et plutôt que m'exposer à l'échec, je préfère que les gens soient en transe avant qu'ils sachent que ça a commencé. C'est plus facile. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à pratiquer comme ça. Et puis l'autre raison, c'est parce que je trouve terriblement ennuyeux d'avoir une structure de séance avec petit a, petit b, petit c. C'est, comme on dit en PNL, très, très linéaire. Ça ne me convient pas du tout. OK? Donc, si on revient à ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, l'idée,
ça va être de produire des états d'hypnose sans induction formelle. Ça va, ça? Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on a comme inducteur pour ça? Qu'est-ce que c'est qu'un inducteur, en fait? Qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme qui favorise la transe? Moi, j'en ai dénombré 6, mais je serais curieux d'avoir les vôtres. Ouais? La surprise, pour moi, la surprise rentre dans une catégorie plus grande, mais je la garde. Je la garde. Ouais. Alors, je vais préciser, on va enlever le suspense. La surprise, pour moi, rentre dans la catégorie de la confusion. C'est-à-dire dans le moment où le cerveau prédictif est pris à défaut, où il n'est plus en capacité d'anticiper ce qui vient après. Donc, un des éléments de la confusion peut être la surprise. On va voir qu'il y en a d'autres. Pour rester un instant sur la confusion, qu'est-ce qu'on a comme autre type de confusion? C'était la première. Donc, la surprise et la surprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? La saturation, ce n'est pas la confusion, on va y revenir. L'ambiguïté peut être soit partiellement de la confusion et partiellement de la saturation. Ça dépend si c'est ambiguïté seulement ou saturation en plus. Mais oui, absolument. Oh, mais j'ai l'impression que c'est Jane. Ouais. Ouais, les ruptures. Alors, toutes les ruptures de pattern, en fait, elles s'appuient beaucoup sur la surprise dans l'hypnose de spectacle. Dans l'hypnose conversationnelle, elles vont s'appuyer davantage sur des choses comme le métamodèle et le recadrage. C'est-à-dire la personne a l'habitude que A implique B, que, ouais, ça va quand je dis ça comme ça? Qu'il y a une attente, c'est que ça implique ça. Par exemple, un exemple que j'aime bien donner en formation parce qu'il parle à beaucoup de gens, c'est les gens qui ont peur de parler en public ont tendance à penser qu'ils sont menacés par le regard parce que le regard équivaut au jugement. Vous l'avez ce truc-là? Il y en a d'autres qui ont cette pensée bizarre. Je voudrais vous rappeler plusieurs choses. La justice est aveugle, donc le regard et le jugement sont deux notions séparées. Plus étonnamment, j'attire votre attention sur le fait que quand on vous regarde, peut-être que juste on s'intéresse à vous, non? Voire même qu'on vous apprécie. Mais vous aurez aussi remarqué que quand on pense que le regard équivaut au jugement, on a tendance à penser que le jugement est nécessairement défavorable en plus. Ouais. Donc, vous voyez, on a là un exemple classique qu'on appelle en PNL une équivalence complexe, qui a une caractéristique, c'est que si on la suspend, si on demande par exemple à une personne en quoi y a-t-il un rapport entre le regard et le jugement, en général, la réaction non verbale, c'est qui ressemble pas mal à la réaction de la surprise en moins vif. On pourrait dire que c'est une surprise sous Temesta, vous voyez, mais qui témoigne d'une absence de réponse, en fait. Et ce qu'on va chercher par le recadrage et le métamodèle, qui sont des ruptures de pattern qui favorisent la confusion, c'est à créer une absence de réponse, un endroit où la personne ne sait pas. Vous avez remarqué que ce qu'on appelle confusion, la plupart du temps, on pourrait l'appeler désorientation, on pourrait l'appeler juste « je ne sais pas, je suis perdu ». Vous l'avez ce truc-là? Je vous rappelle au passage une citation que j'aime bien de, comment s'appelait-il, monsieur le fondateur de la médecine expérimentale, Claude Bernard, qui disait « c'est ce que nous croyons savoir qui nous empêche le plus d'apprendre ». Et je crois, à titre personnel, qu'un des intérêts à faire du recadrage et du questionnement, le genre de truc qu'on fait des fois ensemble à Marseille avec Philippe, c'est de suspendre les certitudes et de remettre en question ce que les personnes croyaient avoir comme réponse. Ça vous va, ça? Donc, deuxième élément, premier élément, plutôt, on était sur la confusion et on a vu la surprise, mais aussi les ruptures de patterns cognitifs, puisqu'au fond, ces questions sont ni plus ni moins que des ruptures de patterns cognitifs, produisent de la confusion. Certaines questions aussi sont assez marrantes, du genre, une des plus bêtes, hein, c'est quelle réponse ne vous est jamais venue à l'esprit? Vous comprenez? Elle est compliquée, cette question-là, sans se perdre dedans. Oui, il y en a un certain nombre. Bref, à part la confusion, on a quoi comme grand inducteur?
Ô grand inducteur, montre-toi maintenant. Je regarde l'heure, hein, c'est ça? Ouais. Si j'ai jusqu'à 5 heures? Jusqu'à 5 heures. Ok. Tu m'as volé 10 minutes alors? Ça ne marche pas. À part la confusion, on a évoqué la saturation. Alors, la saturation, l'endroit où on l'utilise le plus, c'est dans un certain nombre de traditions, justement, où on va utiliser la musique, la danse, le mouvement, parce qu'on va arriver à une saturation sensorielle qui fait qu'il n'y a plus de possibilité pour avoir une disponibilité à l'analyse ou au contrôle. Ouais. Mais vous aurez remarqué aussi que certains hypnos, voire certains intervenants ou formateurs font un truc que je ne fais pas trop aujourd'hui, c'est ils digressent, ils digressent, ils digressent, ils digressent, ils digressent. Et vous essayez de suivre une histoire, puis une histoire, puis une histoire, et on se retrouve avec une quinzaine d'histoires ouvertes les unes à côté des autres. Certains se demandant si ce qu'on appelle les open loops ne serait pas le résultat d'une consommation de stupéfiants excessive qui ferait qu'on a du mal à suivre le fil d'une idée. D'autres diraient que peut-être c'est un cerveau avec une intelligence divergente. Allez savoir. En tout cas, vous voyez que la saturation peut jouer un rôle aussi. Je pense que vous l'avez tous déjà expérimenté, le moment où on essaye de suivre le fil de plein d'histoires, par exemple, où vous aurez remarqué un certain nombre d'hypnotiseurs de spectacle qui font quoi quand ils parlent? Ils parlent vite. Ils parlent vite de telle façon qu'on n'ait pas le temps de poser un facteur critique et que là encore, on couvre après pour suivre l'histoire et que ça nous sature automatiquement. On en a 2, il en reste 4. Et on n'a que 20 minutes. 30. Les émotions, la relation. Ah, tu triches, toi, tu es déjà venu en formation. Oui, mais j'en profite quand même. Alors, les émotions, je voudrais prendre un instant avec ça, parce qu'on pourrait se demander en quoi les émotions sont un inducteur. On sait que les émotions sont une réaction du corps à quelque chose, à des pensées internes ou à des événements. Et depuis, comment s'appelle-t-il, Monsieur Loi de l'évolution, Darwin, on sait que ce sont des états de préparation à l'action qui nous permettent de nous adapter à notre environnement. Ouais, c'est OK ça? Mais il se passe aussi un truc amusant, c'est que si ce sont des réactions qui visent à nous préparer à l'action, alors une émotion qui ne correspond pas à ce qui se passe dans l'instant précis est une émotion dysfonctionnelle. Ouais, ça fait sens? Si ça ne marche pas, si ça sert à... Puisque je te vois froncer les sourcils. Si cette émotion ne me permet pas de m'adapter à mon environnement à l'instant où elle vient, ben, elle ne joue pas son rôle. Ouais, donc, elle est dysfonctionnelle. Quand je dis dysfonctionnelle, ça ne veut pas dire mauvaise, hein, ça veut juste dire qu'elle n'est pas adaptée à sa fonction. Mais alors, du coup, pourquoi elle est comme ça? Pourquoi on a des émotions qui ne jouent pas leur fonction? L'hypothèse, je vous fais gagner du temps, puisqu'il a dit, Pierre, qu'il ne faut pas perdre de temps. L'hypothèse que je fais, toute simple, hein, c'est que ces émotions sont le produit d'apprentissage, de conditionnement, et que nous réagissons, vous avez remarqué, en généralisant nos apprentissages, et que quand on voit une situation qui ressemble à une autre situation, alors ça peut ressembler à grande distance, hein, parfois, et parfois avec des déclencheurs qui ne sont pas conscients en plus, hein, parfois c'est une odeur, parfois une atmosphère, on se retrouve à vivre une émotion qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le présent, mais qui est une réponse qui nous est importée du passé avec cette très jolie théorie des Damasio, qui est celle des marqueurs somatiques. À un apprentissage correspond à un état du corps, et quand il y a quelque chose qui ressemble à ce qui a été appris, le même état du corps se déclenche. Ça va, ça? Du coup, en quoi ça fait des émotions un inducteur? Ben, si l'émotion qui se présente dans l'instant présent ne correspond pas à ce qui se passe dans l'instant présent, c'est qu'elle a été apprise dans le passé. Ça va, c'est clair ça? Et du coup, ce qui se passe à peu près à chaque fois qu'on utilise cette émotion, et je crois, Evelyne, que tu appelles ça des ponts d'affect, si je ne m'abuse. C'est pas moi. Hein. Oui, enfin, c'est de toi que je l'ai découvert au départ. C'est Watkins. C'est vrai. C'est vrai. Toujours est-il que le pont d'affect, cette émotion-là qui arrive du passé, elle ouvre une porte. En formation, j'appelle ça, c'est la Stargate, la porte des étoiles, l'émotion. C'est le moment où, quand on rentre dans l'émotion, parfois avec une question toute simple. Quand est-ce que vous avez appris ça?
à réagir de cette manière-là? Ou d'où vous vient cette émotion? Quelle est la première image qui vous vient à l'esprit quand vous ressentez ça? Vous avez des gens qui rentrent en régression spontanée. C'est clair pour tout le monde, ça aussi. Et donc, vous voyez, on a un inducteur. On a un inducteur de régression, et faire des régressions spontanées sans transe, ça ne paraît pas évident. Encore une fois, comme je le disais pendant l'atelier, je n'exclus pas que ce qu'on appelle une problématique ou un symptôme ne soit rien d'autre qu'un enquistement d'une transe passée de sidération, de dissociation, qu'il faille libérer pour que le corps se remette en mouvement. Si vous y pensez, un kyste, c'est assez génial, non? C'est un tissu protecteur qui se met autour de quelque chose d'irritant pour qu'on puisse continuer à être fonctionnel. Vous ne trouvez pas que ça ressemble souvent à ça, un problème? À un truc autour qu'on a mis à l'écart du psychisme, comme ça, pour pouvoir continuer à fonctionner malgré ça. Sauf que vous avez remarqué que comme un kyste anatomique, ça a tendance à restreindre le mouvement. Et de la même façon, ça a tendance à créer des comportements d'évitement ou de contrôle pour éviter de rencontrer l'émotion qui a été enquistée dans un coin pour qu'elle ne se représente pas. Ouais. Est-ce qu'on est OK à peu près sur l'émotion comme inducteur? Est-ce que c'est à peu près clair? Puisqu'on ne va pas faire toute la formation en 1 heure, ça ne marcherait pas. Il en reste 3. Tu as évoqué la relation, si tu permets, je terminerai par celle-là. Je vais rappeler quand même la base, hein, c'est la focalisation, c'est captiver l'attention d'abord, rendre l'attention captive, attraper l'attention du sujet et la maintenir attrapée. Vous voyez, comme quand il y a un silence dans un discours et qu'on reste attentif parce qu'on attend la suite. Les publicitaires font ça très bien, c'est pour ça qu'on a fait des cliffhangers dans les séries pour que vous savez, il y ait toujours un moment. Pub. On maintient l'attention pour que la personne reste disponible à la suggestion d'achat. OK? Et donc, tout ce qui va favoriser la focalisation et l'absorption attentionnelle va être un inducteur. Simplement, cet inducteur, à l'exception de certains cas où vraiment on est sur le monoïdéisme ou ce type de choses, est rarement utilisé seul. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Et une fois que la personne est absorbée attentionnellement, on va voir que justement d'autres mécanismes peuvent se mettre en route. J'arrive au suivant qui est pour moi l'imagination. L'imagination, c'est une drôle de fonction du cerveau. Ça se produit à peu près tout le temps. Et vous avez remarqué que des fois c'est volontaire et des fois c'est involontaire. Et que le plus étonnant, c'est qu'on peut commencer à imaginer quelque chose volontairement et ça devient de l'imagination involontaire si on focalise suffisamment longtemps. Ce qui se passe, c'est qu'elle prend sa liberté et qu'elle continue toute seule. Vous réalisez que, par exemple, quand on parle d'induction comme l'association-dissociation, vous l'avez celle-là, hein, tous dans votre panel. Ouais. On est en train de parler d'imagination, en fait. Hein. On est en train de visualiser un truc, puis de se projeter dedans. C'est juste de l'imagination. Vous réalisez aussi que la petite voix qui parle dans votre tête, vous en avez une, hein? Vous en avez même plusieurs, hein, on est d'accord. Puis il y en a même au moins une avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Ce qui est quand même troublant quand on y réfléchit. Et c'est là qu'on voit que le concept de santé mentale a quand même une dimension culturelle forte. Puisque je vous rappelle que dans notre civilisation a été fondée autour de l'idée de quelqu'un qui entendait des voix dans le désert qui lui disaient de sacrifier son enfant avec un couteau. Vous l'avez celle-là, ouais, hein? Ça s'appelle un prophète ou un psychotique? Ça dépend de l'époque dans laquelle on vit. Et parfois aussi du pays. Il y a d'autres cultures où ça va parfois s'appeler un chaman, quelqu'un qui entend des voix, des plantes ou des esprits. Et je trouve que c'est intéressant de se poser la question, où sont les limites de nos catégories? Je vous rappelle que les catégories ne décrivent pas la réalité, hein, et encore moins la vérité. Elles essayent juste de mettre de l'ordre pour que les choses nous paraissent prévisibles. Et on retombe sur ce besoin de prévisibilité. Bref, donc vous voyez que l'imagination associée à la focalisation, par exemple, c'est puissamment inductif. Ouais. Mais il ne vous aura pas échappé que quand, par exemple, alors il y en a avec qui on a fait ce genre de truc, que si on se met à parler à la voix qui est à l'intérieur de la tête de quelqu'un avec laquelle cette personne n'est pas d'accord,
Il se passe un truc bizarre. J'en profite pour vous donner une citation de Philippe Miras qui me date d'hier soir. Même pas, on fait ça en étant sobre. C'est pire. La phrase, il dit, voilà, je vais t'expliquer le principe de l'hypnose conversationnelle en une phrase. Le principe est souvent assez simple. On s'adresse à la personne assise à côté de celle à qui on parle et que nous sommes les seuls à voir. Elle était bonne, hein? Ouais. Et il y a quelque chose de ça. On l'a vu en démo tout à l'heure, on le voit assez régulièrement et c'est une des techniques que j'affectionne le plus. Quand une personne a un dialogue intérieur critique, par exemple, qu'est-ce qui se passe si on se met à dialoguer avec ce dialogue intérieur? Un jour, j'ai reçu une cliente psychothérapeute, je regarde l'heure en même temps, une cliente psychothérapeute, je débutais dans ma pratique, elle était psychothérapeute, responsable de santé publique départementale, et elle me faisait très peur. Parce que vous savez, avec le statut des hypnotiseurs non professionnels de santé, on se dit vite, aïe, 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 et elle venait me voir comme cliente. Et elle était en train d'écrire un bouquin, et elle n'arrivait pas à l'écrire, parce qu'à chaque fois qu'elle l'écrivait, il y avait une voix à l'intérieur de sa tête qui lui disait « c'est nul, tu n'y arriveras jamais, tu n'en es pas capable ». Pour l'anecdote, c'était un bouquin sur l'estime de soi, mais comme dit mon épouse, qui l'a piqué à je ne sais plus qui aussi, on enseigne le mieux ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Toujours est-il que cette personne, je lui ai demandé « est-ce que je peux parler avec la voix là ?» Elle m'a regardé un peu bizarrement. En vrai, je vais vous avouer un truc, et je l'ai dit dans l'atelier, je suis une groupie complète de Milton Erickson. Je suis absolument fan de sa façon d'utiliser tout ce que fait le client comme moyen de lui permettre d'évoluer. Je trouve que le jour où on arrive à faire ça, finalement, on a appris vraiment un truc. Et ce jour-là, avec cette cliente, je me dis, mais que ferait Milton Erickson? Et donc la réponse, il se servirait de ce qu'il y a. Il y a une voix. Faisons un truc avec la voix. Elle est où cette voix? Dans ma tête. Ouais, mais plutôt devant, derrière, en haut, en bas. L'idée étant de commencer à la localiser pour que la personne puisse faire la différence, la singulariser, favoriser la dissociation. Ouais. Bref, alors, je vous le fais en cours. Hein, on en arrive à c'est la voix de ma mère. Normal. Des fois, il y a des profs aussi qui font le job. C'est la voix de ma mère, d'accord. Et c'est quel genre de personne? Plutôt cool, plutôt guindé, plutôt strict. Hein. Donc, ok, je m'adresse à la voix. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je me permets de m'adresser à vous parce que votre fille souffre de ce que vous êtes en train de lui dire. En avez-vous conscience? Oui. Et ça vous va? Je dis, oui. Mais pourquoi vous lui voulez son mal? Mais non, c'est pour son bien. Je vous jure, hein, c'est la conversation, c'est pour son bien. Mais vous vous rendez compte que ça la bloque? Oh non, c'est elle. Et du coup, je dis, est-ce que vous seriez en mesure, madame, d'expliquer à votre maman en quoi ce qu'elle est en train de vous dire vous gêne? Commence un dialogue. Je vais aller jusqu'au bout rapidement parce qu'on a encore d'autres histoires à ouvrir et il faut en fermer quelques-unes. Et commence un dialogue qui se termine par « oui, je suis d'accord ». Alors, la mère dit quand même à son enfant « je t'aime » à la place de « t'es nul, tu n'y arriveras jamais ». En fait, c'est le message sous-jacent, ce qui est quand même assez étonnant, donc il y a un peu d'émotion, tout ça. Et comme je me dis quand même, ils sont en train de passer un accord, il faudrait que la fille aussi s'engage auprès de la mère pour que la mère s'engage auprès de la fille. Et je lui dis, est-ce que vous aimeriez que votre fille fasse quelque chose pour vous en contrepartie de l'engagement que vous prenez à arrêter de lui parler comme ça et à l'encourager à partir de maintenant, puisqu'on était arrivé là? Et elle me dit oui. Je lui dis, qu'est-ce que vous voudriez qu'elle fasse pour vous? Elle me dit, je voudrais qu'elle ramène mes cendres auprès de celles de mon mari. Donc, on se retrouve dans une forme d'exorcisme assez sympa, dont je vous rappelle que c'est l'origine de l'hypnose. Hein. Vous vous rappelez de ça quand même, hein? Tout commence avec Gassner, en fait, et les exorcistes. Et au bout du compte, on se retrouve avec une prescription de tâches dont je doute que j'aurais eu la créativité ou l'idée de proposer que pour aller vers le changement, il fallait ramener les cendres de la mère vers celles du père. Donc, vous voyez,
Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'on est en train de parler d'imagination. Ok? On utilise l'imaginaire de la personne. Alors, avec certains, on a aussi vu, je crois que vous avez des formations là-dessus, des fois spécifiques, comment la modélisation symbolique, l'utilisation de l'imaginaire visuel de la personne permet de créer des trans en rentrant encore une fois dans la modalité sensorielle qui est celle où la trans s'exprime en premier. Ça va, c'est clair ce que je raconte? Ouais. Donc finalement, on a la confusion, ça peut être à la fois visuel, auditif, kinesthésique, ça peut être multisensoriel, la confusion. La saturation, c'est multisensoriel aussi. L'imagination, c'est plutôt visuel ou auditif. L'émotion, c'est plutôt kinesthésique. Et vous voyez qu'on a déjà de quoi utiliser un paquet de fonctionnements psychiques du sujet. Tout ça, c'est de l'utilisation au fond, hein, à part le questionnement qui est de la désarticulation de certitude, de la suspension temporaire de certitude, du questionnement en fait, de la remise en question. Et puis, il reste l'inducteur le plus important. Et Pierre l'évoquait tout à l'heure, c'est la relation. Parce que je voudrais vous rappeler un certain nombre de choses. Il était une fois, quand vous étiez petit, une maman ou un papa qui soufflait sur votre bobo et ça faisait plus mal. En fait, même si ça faisait mal, c'était plus important. Ouais, vous vous rappelez de ce truc-là? Et vous vous rappelez aussi, et c'est en partie à Antoine que je dois d'avoir prêté attention à ça, que, ouais, bah oui, on discute des fois, même si c'est il y a longtemps, c'est que les hypnotiseurs du 19e, ils sont en particulier caractérisés par ce qu'on va appeler l'autorité morale à l'époque. C'est-à-dire ce surplomb qui leur était accordé par les personnes qui venaient les voir. Je vous rappelle au passage d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles Freud s'est détourné de l'hypnose, c'est parce qu'il a observé que ces patientes de statut social supérieur étaient moins facilement suggestibles que celles qui étaient de statut social inférieur. Il y a le cas d'une noble dont le nom me reviendra, sur lequel il se casse joyeusement les dents et à propos duquel il aura de longues conversations avec Bernheim. Ça vous rappelle des trucs, tout ça? Donc, si on revient sur ce truc-là, la relation, on voit que pendant un temps, et en particulier dans ce qu'on va appeler l'hypnose patriarcale du 19e, parce que quand même, hein, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de femmes au 19e pour pratiquer l'hypnose, et en plus que c'est une hypnose autoritaire, assez largement, Bernheim faisant un peu exception, puisque déjà il se pose la question. Pour moi, Bernheim est un précurseur d'Erickson, très nettement. Et puis, il y a cette autre hypnose, justement celle dont Bernheim disait la première hypnotiseuse, c'est la mère, qui est une hypnose plus contenante, qui crée de la sécurité et qui permet à la personne de faire un truc qui se passe déjà entre une mère et son enfant. Ça marche aussi avec les pères, mais statistiquement, c'est plus avec les mères que ça se produit très précocement. C'est la co-régulation émotionnelle. Ce qu'on va appeler la dyade mère-enfant. Vous savez, qui fait que lorsqu'on respire ensemble et qu'on est ensemble et que l'un des deux éléments de la dyade est calme, l'autre se régule et le rejoint. Vous l'avez ce truc-là? Et je voudrais que vous prêtiez attention à ça dans vos séances. Parce que, en vrai, hein, quand on écoute son sujet avec calme, avec un état paisible, en lui montrant qu'on est vraiment là pour lui, je pense que vous aurez observé, sous réserve d'obtenir son attention, parce que s'il n'y a pas focalisation, les sujets ont tendance à replonger parfois dans leurs expériences traumatiques, mais si vous arrivez à garder leur attention et à vous réguler et à avoir une voix qui vient communiquer cette régulation, quelque chose change et leur expérience change et ils sont déjà en train d'entrer dans une transe à l'intérieur de laquelle un travail va pouvoir se faire. Est-ce que ça vous paraît clair tout ça? Donc vous voyez, l'hypnose conversationnelle, elle est partout en fait. En tout cas, ce que ça vient poser comme question, c'est pourquoi il y aurait besoin d'une induction, à part pour la ritualisation de la transe, puisqu'en fait, tous les éléments présents dans une induction, on peut les mobiliser en dehors d'une induction formelle. Alors, je vois des tas de raisons hein, pour faire des inductions formelles, mais ça vient pointer le fait que tous ces éléments
sont disponibles en dehors d'une induction formelle. Ça va, c'est à peu près clair? Et que les plus efficaces sont souvent ceux qui vont mobiliser les fonctionnements déjà présents chez le sujet, puisque au lieu de leur apporter quelque chose de l'extérieur, on va utiliser ce qui est déjà présent. Alors vous avez vu, hein, il me reste 10 minutes, et comme j'avais prévu qu'on puisse échanger un peu, je vais m'arrêter là et voir de quoi vous voulez qu'on parle, si on se met à parler ensemble. Est-ce que ça clarifie déjà un peu ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, en tout cas ce que moi j'appelle l'hypnose conversationnelle et que j'aurais tendance à défendre? Ça vient pointer un truc aussi, je crois que ce n'est pas quelque chose de plus facile ou de plus technique. Je crois que la technique en hypnose, c'est quelque chose d'extrêmement simple. D'ailleurs, les suggestions indirectes, les suggestions directes, la question, c'est comment on habite ce qu'on fait. Comment on habite la relation, comment on habite ses propos. À ce titre, par exemple, à un moment donné, j'ai eu à faire une conférence sur Bernheim. Du coup, je me suis dit, je vais faire de l'hypnose du 19e siècle, hein, avec tous mes clients. Donc, pendant 2 mois, je commençais toutes mes séances par « dormez ». Écoutez le son de ma voix et dormez. Ça marche. Hein. J'étais arrivé à 40% de statistiques positives avec cette technique-là seulement. Et des ratifications. Voilà. Donc, on peut se dire que la technique, elle est assez fruste quand même. Hein. Du coup, de quoi ça vient parler? Sinon de notre disponibilité à l'autre et à l'instant présent. Et plus on va monter notre niveau d'attention, notre niveau de disponibilité, et ce que Rogers a élégamment appelé notre congruence, notre capacité à habiter pleinement en nous, plus ça va fonctionner en fait. Ouais. Voilà, ça c'est l'intro, maintenant c'est à vous. Ouais. Attends, il faut prendre les micros parce que c'est pour la vidéo, tout ça. C'est ça. C'est peut-être un petit lien aussi avec l'atelier d'avant où on disait qu'il ne fallait pas vouloir résoudre le problème. Et je trouve que c'est un paradoxe sans l'être. Enfin, c'est en tout cas extrêmement compliqué. Parce qu'on met tout ça en place, à quelque part, quand même, le patient, il arrive avec une volonté de résolution de problème. On ne peut pas aller frontal dedans parce qu'on sait que ça ne marche pas. En même temps, on met quand même en place des choses pour contourner le problème. Malgré tout, ça reste une volonté de résolution de problème. Je pense que c'est plus dans la position thérapeutique et relationnelle qu'on peut lâcher cette volonté qui n'appartient qu'aux patients et aux symptômes d'être là ou pas. J'ai envie de vous demander, il y en a un certain nombre dans la salle qui sont parents, non? Je n'irai pas plus loin. Vous verrez l'analogie, je pense. Des fois, plus on pousse dans une direction, moins ça fonctionne. Non, je suis 100% d'accord. La difficulté, c'est d'être réellement dans cette posture en tant que thérapeute, en tant que parent, en tant que plein de choses, de ne pas le vouloir et de ne pas rentrer dans la volonté du patient qui, lui, attend de nous aussi ça. Et que cette relation thérapeutique, du coup, elle est complexe. Puisque j'ai devant moi une éminente PNListe et une comédienne, je vais te dire que le point commun, c'est de savoir faire pleinement comme si. C'est-à-dire de poser une intention et d'y croire soi-même pendant qu'on s'appuie dessus, tout en ayant une part de nous qui continue. On sait bien que ce n'est pas vrai. Toi, tu savais que tu n'étais pas un centurion. Hein, tu n'as pas le gabarit en vrai. Mais pendant qu'on l'incarne, on l'incarne vraiment. Et au fond, ça fait le lien avec le travail des chamans dans d'autres cultures. Hein. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des gens qui incarnent une forme de pouvoir spirituel peuvent se poser des questions sur la réalité de leur pouvoir et de leur rôle, mais pas pendant qu'ils officient. Avant ou après, pas pendant. Je ne sais pas si c'est une façon de répondre partiellement. Je ne sais pas si j'ai tout bien compris, mais on peut, en tant que thérapeute, faire comme si on n'avait pas la névrose de vouloir soigner tout le monde, prendre cette posture de « je suis capable de ne pas vouloir
au dépend du symptôme qui change. Ça va pas Ouais, ça? alors, il y a plus, oui, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que vous vous rendez compte, si on apprend à faire ça, on suspend notre propre névrose. C'est quand même pas mal, hein, si on y réfléchit. Mais au-delà de ça, ce que tu évoques là, ça concerne une technique qu'on a vue tout à l'heure. Ça ne va pas forcément s'appliquer à tous les cadres, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'il faille nécessairement suspendre notre envie que l'autre change tout le temps. En revanche, c'est souvent aidant quand on rencontre une résistance parce qu'au lieu de forcer, on respecte ce qui est là et c'est plus facile pour obtenir de la coopération. Moi, je dois avouer hein, qu'une des choses, encore une fois, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses que j'aime chez Erickson, une des choses que j'aime, c'est sa logique de coopération, que ce soit pour la création de la transe ou pour la création du changement thérapeutique.